Donc, je me permets de vous présenter moi Françoise, qui est donc doctorante, avec qui je travaille. Elle est sous ma direction, comme on dit. Et elle est en fin de thèse, elle est en train de rédiger sa thèse. Et j'avais trouvé intéressant qu'elle expose à ceux qui étaient intéressés, qui étaient intéressés par le sujet, à la fois sa trajectoire de femme béninoise qui fait de la recherche, et qui plus est dans un domaine qui est étrangement à la fois très féminin, parce que ce sont essentiellement des femmes qui s'occupent des semences dans les champs et au niveau des familles, et à la fois très masculin, parce que les organisations paysannes, les instances publiques sont très masculines. Et puis par ailleurs, elle va nous raconter aussi sa trajectoire scientifique un petit peu, et enfin vous parler de ce rôle des semences paysannes et des acteurs autour des semences paysannes en Afrique, sachant qu'ici on a des mouvements très connus, assez bien connus, mais qu'en Afrique c'est beaucoup moins connu. Voilà, je te laisse te présenter. Merci. Merci Pascal. Moi c'est Françoise Omoniyi Agbojo. Je suis béninoise de nationalité et je fais une thèse sur les semences paysannes. L'aventure avec les semences paysannes, pour moi, commence quand j'étais encore très très jeune. Et à l'époque, je ne savais pas qu'on appelait ça semences paysannes. Il y avait ma grand-mère qui faisait des variétés particulières d'oignons dans le sud du Ghana. Et quand j'allais en vacances chez elle, elle avait un petit groupement où elle ne faisait que des semences qui pour elle étaient des semences, des oignons qu'elles ont toujours connus, qui sont beaucoup plus pratiques que les gros oignons qui venaient d'ailleurs et tout ça. Et quand le technicien agricole venait pour superviser les champs, à l'époque, il y avait des techniciens qui venaient pour donner des conseils, on ne s'approchait pas des champs des personnes comme ma grand-mère, alors qu'elle avait quand même des attaques, elle avait besoin de conseils et tout ça. Et du coup, je lui promets que je vais faire des études pour aider des gens comme elle et que comme elle, en fait. Parce que de l'autre côté, il y avait déjà trop de monde et tout ça. Donc, c'est comme ça que je m'aventure en agronomie. Et à l'université, très tôt, je fais l'agronomie, la fac d'agronomie, bien sûr, à Parakou, au nord du Bénin. Donc, dans cette fac, à l'agronomie, c'était plus une formation théorique, basique, où on nous apprenait très tôt comment manipuler les engins agricoles, on nous apprenait très tôt comment doser de l'engrais chimique, tout ce que je ne voulais pas. Moi, je voulais des trucs comme le faisait ma grand-mère, le compostage, aller chercher de la paille, des trucs comme ça et tout. Et on m'a dit que ce n'était pas là que je devrais l'apprendre. Donc, à côté, il y avait tout ce qui était aussi en lien avec les terres pour les femmes. Il y avait ce problème-là aussi qui, en Afrique de l'Ouest, en tout cas dans le village où était ma grand-mère, il y avait un gros problème. C'est que même si les femmes elles décidaient d'avoir des terres, de ne pas utiliser de produits chimiques et tout, une fois que les hommes avaient besoin de cette terre, elles devraient se déplacer. Donc, elles mettaient beaucoup de temps à fertiliser des sols, à entretenir des sols, pour finalement, au bout de 2, 3, 4 ans, aller encore reprendre à zéro et tout. Donc, je m'intéresse au droit. J'étais en droit pour des raisons particulières, donc j'étais en double inscription. D'un côté, je faisais le droit, et d'un côté, je faisais l'agronomie pour des raisons assez particulières. Et je me dis, mais pourquoi je ne fais pas le droit foncier rural? Donc, je commence, à côté de l'agronomie, à m'intéresser à tout ce qui est droit foncier rural et tout ça. Et en 2013-2014, je finis diplômée en licence en agronomie et diplômée aussi en maîtrise en droit foncier rural. Mais je commence mon aventure au sein de GIZ, qui est une organisation allemande en Afrique de l'Ouest qui est bien connue. Et avec GIZ, je travaillais sur tout ce qui était les chaînes de valeur ajoutée. Donc c'était plus... ça commençait, au fait, avec GIZ, ça commençait une fois que le produit il était récolté. Donc on commençait là. J'ai un peu évolué dans ce milieu-là, mais je n'étais pas toujours satisfaite parce que je voulais, moi, intervenir justement à la chaîne qui vient juste avant la récolte. C'est ça qui m'intéressait et tout. Et je commence à chercher
comment on intervient, comment est-ce qu'on travaille, quelle partie de tout ça pouvait mettre en avant les femmes, mettre en avant les cultures, l'agroécologie surtout, mettre en avant les produits locaux et tout ça, surtout les céréales, les cultures locales au fait. Et je me suis rendu compte que cette formation-là, il n'y en avait pas au Bénin. Donc en France, il y avait quelque chose qui avait un peu lien avec tout ce qui était circuit court, tout ce qui était produit des territoires et tout ça. Et du coup, je rentre dans l'aventure de venir en France étudier en 2015. Et j'arrive à Foix, en Ariège, pour faire mon master. Et à Foix, j'ai été plus ou moins captivée par le fait que, heureusement, c'était pas moi, j'ai toujours grandi dans des villages, j'ai toujours fait ma vie dans un petit village. Et pendant que les autres se plaignaient d'être dans un petit village, moi, j'étais trop contente d'être dans un petit village, de pouvoir aller voir les paysans, discuter avec eux et tout. Et c'est comme ça que vraiment, mon aventure, l'intérêt que j'ai toujours porté envers les semences paysannes, une fois encore, je ne savais pas qu'on les appelait les semences paysannes. Bon, moi, je les appelais des semences négligées ou pas prises en compte. Et du coup, en 2020, je pense, en 2016, j'ai l'opportunité d'aller faire un stage au Bénin. Au Bénin, sur une variété de plantes qui était utilisée pour faire le lait, transformer le lait en fromage chez les Peuls, au nord du Bénin. Et en fait, cette plante-là était en voie de disparition et tout. Donc, je travaille là-dessus et je me rends compte que c'est un milieu, en tout cas le milieu de tout ce qui est préservation des graines, tout ce qui est préservation du patrimoine génétique. C'était vraiment un milieu féminin en Afrique. C'est vraiment les femmes qui vont prendre soin petit à petit de tout ce qui est vraiment en lien avec l'alimentation, en lien avec nos cultures, en lien avec... et dans ça, on retrouvait au fait les semences négligées, comme je le disais, ou les semences pas prises en compte. Et je reviens en France et je décide de soutenir comme ça. Mais je ne retrouvais pas de boulot et je ne retrouvais pas de... J'avais du mal, au fait... Jusqu'en 2016, malgré que je ne me sentais pas légitime de vraiment travailler dans ce milieu-là, je ne me sentais pas vraiment assez outillée, si je veux dire, pour vraiment travailler dans ce milieu-là. Et je vois un master à Toulouse, sciences sociales appliquées à l'alimentation. Et je décide à nouveau une nouvelle aventure dans le monde institutionnel, quoi. Donc je m'inscris en master 1. On me dit non, vous pouvez directement vous inscrire en Master 2, votre niveau, ce n'est pas un Master 1, on peut vous accepter directement en Master 2, donc je m'inscris en Master 2. Et c'est là que je vais rencontrer les semences paysannes, en fait. Je rencontre les semences paysannes à travers une annonce sur ethnoinfo.org plutôt, qui proposait un stage sur les semences paysannes au sein d'une association qui s'appelait Biodiversité, Échange et Diffusion d'Expériences, BEDE, B-E-D-E. Et je fais mon premier stage de 6 mois au nord du Bénin, dans un milieu rural. 6 mois sans jamais voir de lumière. C'était cool. Et là, je découvre vraiment les semences paysannes à travers la diversité du niébé. Le niébé, c'est de petites graines... qui ressemblent beaucoup aux haricots, mais qui sont d'origine ouest-africaine. Donc, avec cette culture-là, je rentre vraiment dans le monde des semences paysannes, avec des femmes, des groupements de personnes qui décident de préserver quelque chose, de chérir quelque chose, et qui militent même pour ça. Et pour moi, c'était fascinant. En plus des 2 mois, je décide de rester 3 mois supplémentaires, vu que j'avais le temps. Et je découvre que, en fait, c'est au-delà de ce petit village. La question de semences paysannes était ancrée au sein des organisations paysannes en Afrique de l'Ouest, donc dans plusieurs autres pays. Et à la fin de ce stage, BD me propose un contrat de 3 ans pour rester et faire cet accompagnement-là avec des organisations paysannes, mais surtout avec les femmes
en Afrique de l'Ouest. Donc, je commence en tant qu'assistante du programme Afrique de l'Ouest de BD. Mais en fait, c'était plus agent de terrain pour tout ce qui est préservation, adaptation des semences. Donc, je travaille au Bénin, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, au Togo, si je n'ai pas encore dit, donc sur la question de semences paysannes. Et au fait, si j'ai un truc à dire aujourd'hui sur la question de semences paysannes, c'est-à-dire depuis mon aventure de 2018 à aujourd'hui, donc environ 6-7 ans, c'est que c'est un monde à découvrir, c'est encore un nouveau monde qui s'ouvre à nous, qui s'ouvre surtout à toute personne, à tous les jeunes qui veulent vraiment travailler dans ce milieu-là, aller à la rencontre des semences paysannes, aller à la rencontre des organisations paysannes. Et quand je dis aller à la rencontre des organisations paysannes, il y a tellement de choses à découvrir à travers les semences paysannes. Et au fait, ce n'est pas seulement une question de graines. Ce n'est pas seulement une question de graines, c'est une question d'adaptation. Donc, tout ce qui est agroécologie et tout ça. C'est aussi une question d'affirmation de qui on est. Donc, la culture, à travers l'alimentation, à travers la préservation de tout ce qui est savoir autour des soins et tout ça. Mais c'est aussi une question économique. Donc, pour les jeunes aussi qui veulent s'investir économiquement, créer des affaires et tout ça. Mais c'est surtout une question... je ne sais pas si ça se dit, mais c'est une question féminine, même si elle est représentée par les masculins. Et donc, quand tu vas voir des mouvements paysans autour des semences paysannes en Afrique de l'Ouest, tu vas d'abord voir des hommes qui vont être au niveau de la dirigeance, au niveau de prendre les paroles, de représenter politiquement la question, d'être au niveau de ceux qui vont rencontrer des bailleurs de fonds pour discuter de comment avoir les fonds. Et en arrière-plan, il va y avoir toute une organisation de femmes, une grande organisation de femmes qui vont être celles qui vont vraiment être en train de sélectionner les graines dans les champs, en train de réfléchir, même si elles n'arrivent pas à trouver de solutions sur la préservation, sur la conservation, sur la transformation, sur comment faire en sorte que ces semences-là quittent le statut de semences pour devenir des graines à consommer, que tout le monde peut acheter, transformer et préparer chez eux. Et ce milieu-là a besoin de plus en plus de jeunes pour réfléchir, pas seulement venir créer une entreprise où on fabrique du matériel, mais où on réfléchit sur comment on maximise, comment on optimise. Ce n'est pas maximiser. Le mot que je cherchais, c'était optimiser. Comment on optimise tous les efforts qui sont faits, qui ont été faits, qui sont faits et qui restent à faire. Et je vais m'arrêter là, on n'a qu'une heure. Si vous avez des questions à me poser, et vos questions sont les bienvenues. Voilà. Peut-être que tu peux préciser ta thèse. Tu t'es arrêtée au master. Ah, je ne suis pas allée jusqu'à la thèse, c'est vrai. Donc, au bout de 3 ans à travailler avec les organisations paysannes dans 6-7 pays ouest africains, je commence à me poser des questions justement sur comment tout ça s'est organisé, comment tout ça a commencé, quand est-ce qu'on a commencé à parler de semences paysannes en Afrique de l'Ouest, quel est le pouvoir ou quelle est la légitimité aujourd'hui des organisations-là à dire nous, on veut des semences paysannes, nous sommes contre tout ce qui est semences conventionnelles, tout ce qui est hybride et tout ça. Et je décide de rédiger un projet de thèse. Et là encore, c'est assez particulier puisque je ne postule pas à un sujet de thèse déjà fait et tout avec un financement. Et je décide de contacter Pascale Maïzi, qui était la présidente de l'association pour laquelle je travaillais à l'époque. Et vu qu'elle était déjà engagée sur la question de semences paysannes, et elle trouve que mon projet, il vaut le coup d'être traité en thèse. Donc, je me retrouve en thèse. Donc, je reviens en France pour m'inscrire en thèse, alors que j'avais déjà quitté depuis 4 ans
pour m'inscrire pour un doctorat en novembre 2021. Et là, je suis sur la fin et c'est ma dernière année. Voilà. Merci. Et le sujet, c'est comprendre les mouvements paysans pour la préservation des semences en Afrique de l'Ouest, en prenant le cas de 6 pays. Voilà. Et en faisant du terrain Oui, en faisant du terrain dans les 6 pays. Et en finançant elle-même sa thèse en travaillant à côté. Merci Françoise. Alors l'idée, c'est d'avoir un dialogue avec vous. Moi, je n'ai pas forcément des questions. J'aurais juste une question qui concerne à la fois les quelques étudiants qui sont là et une phrase que tu as énoncée. Finalement, qu'est-ce qu'on fait quand tu dis on est agent de terrain sur les semences paysannes qu'est-ce qu'on fait quand on est agent de terrain sur les semences paysannes? Qu'est-ce que font les agents de terrain? Ou qu'est-ce que tu faisais, toi, en tant qu'agent de terrain de BD sur les semences paysannes dans ces pays? En tant qu'agent de terrain sur les semences paysannes, ma première mission, c'était de voir s'il y avait des problèmes s'il y avait des semences qui avaient disparu, par exemple, dans un milieu au Bénin et qu'on retrouvait au Burkina. Donc, moi, je vais être l'agent de lien qui va dire aux Burkinabés, au Bénin, ils ont aussi cette variété qu'ils ont eue pendant longtemps, mais qui aujourd'hui a disparu. Donc, j'amène cette semence-là. Et ensuite, je crée un lien entre les organisations du Bénin et les organisations de Burkina autour de l'adaptation de cette semence-là. Ils vont commencer à échanger sur comment est-ce qu'on adapte cette semence-là, quels problèmes on a eu. Donc, ça crée il y a le gros réseau qui est ce réseau comme j'ai dit, dominé par les hommes, où il y a tout ce qui vont gérer les financements et tout. Et il y a ce réseau-là à travers moi, mon assistante, en tant qu'assistante, je crée directement entre paysans et paysans. Et de l'autre côté aussi, on réfléchit sur comment est-ce qu'on capitalise ce qui est fait. Donc, je vais proposer de mettre en place de petits outils de gestion de semences, des fiches techniques autour des cases de semences. On va voir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Est-ce qu'il y a une expérience au Sénégal qui a marché plus qu'au Mali? On va essayer de... Donc, c'est vraiment très dynamique, mais en lien directement avec les concernés, même les paysannes et les paysans. Voilà. Merci. À vous. Je tiens le micro. Vous levez le doigt, j'amène le micro. Des questions? Merci, bravo en tout cas. Alors, je ne sais pas trop comment formuler. J'entends beaucoup, dans ton discours, il y a beaucoup du coup le rôle des femmes, etc., dans l'agriculture, dans la conservation et dans plein de choses qui sont liées aux semences. Mais en fait, c'est vraiment un truc sur lequel je me questionne parce que du coup, surtout au Sénégal, alors je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais j'ai l'impression que, à quel point, en fait, la question c'est à quel point est-ce qu'elle joue un rôle important? Et parce que j'ai l'impression que c'est un peu un discours souvent aussi qui est venu des ONG et des gens qui vont financer des bailleurs, quoi, les projets, et qui est un discours qui est peut-être surreprésenté et qu'en fait elle joue. Je dis pas qu'elle joue pas de rôle, mais que y a quand même aussi les hommes qui jouent un rôle, etc. Et que c'est plus équilibré que ça. Et du coup, voilà, un peu. Oui, pardon, je suis Ewen Magui, doctorant aussi au CIRAD, et j'ai travaillé un moment au Sénégal. Merci Wen pour ta question. C'est vrai que dans les discours des ONG, surtout avec tout ce qui est arrivé autour de la valorisation des femmes et tout ça, il y a eu beaucoup de programmes et de projets qui ont essayé de mettre les femmes en avant en disant que c'est elles qui sont gardiennes des semences et tout ça. Mais au Sénégal, en tout cas, moi à Barayini, une organisation avec qui j'ai commencé les premiers jardins de cases. On s'est rendu compte très tôt que quand on a lancé, par exemple, un communiqué pour que les paysans ou les paysannes ou les paysans qui avaient encore des anciennes graines à valoriser dans le jardin, il n'y a eu que des femmes, par exemple. Il n'y a eu que des femmes qui ont pu vraiment ramener des choses qui sont vraiment anciennes. Mais les hommes ont ramené des choses peut-être rares, mais généralement, les hommes, quand ils ramènent des semences, c'est parce qu'il y a derrière, c'est rare et ça crée de l'économie. Il y a de l'argent derrière.
mais de façon totalement, le mot, c'est quand tu recherches pas de l'argent, désintéressé, voilà, de façon complètement désintéressée, les vieilles variétés qu'on retrouvait, parfois même il leur restait à peine 1 gramme. Quelque part, c'était les femmes qui ramenaient. Donc je peux dire que c'est à travers ça qu'on peut dire qu'elles sont vraiment pas dans la quantité à conserver, mais toujours à garder une petite quantité, une infime quantité de au cas où. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis étudiant ici à l'IRC, enfin, ex-IRC. J'avais juste une question par rapport à une phrase que tu as dite. Tu as dit les semences paysannes, c'est une question d'affirmation de qui on est. C'est juste pour savoir si tu pouvais un peu développer cette idée-là. Voilà. Ok. Quand je dis les semences paysannes, c'est une manière d'affirmer, c'est une affirmation de qui on est. Je prends par exemple au Bénin. Je suis béninoise, donc je prends l'exemple de chez moi. Il y a des variétés de niébé qui, si elles disparaissent, il y a toute une culture qui disparaît avec. C'est-à-dire préserver, par exemple, la variété, il y a une toute petite variété rouge chez nous qui est utilisée quand des jumeaux naissent pour faire une cérémonie, pour que, traditionnellement, pour faire un mets où les jumeaux ils restent ensemble pour la vie, c'est-à-dire en harmonie. Ils implorent les dieux pour rester avec eux jusqu'à... Il y a aussi une autre variété qui, elle, quand ta fille se marie, ça c'est une variété de sorgho, tu es obligé de le mettre, même si c'est 2 ou 3 graines, dans son petit panier qu'elle ramène chez son mari en signe de bénédiction. Et s'il n'y a pas ça, c'est le scandale. Donc, affirmer qui on est, c'est préserver. C'est pour ça que je dis c'est vraiment affirmer qui on est. Sans ces variétés-là, si un jour elles s'avéraient à disparaître, et je précise que c'est des variétés, j'ai goûté, ça n'a pas de goût. Je ne vais pas vous mentir, je pense que ce n'est pas des variétés que j'ai envie de remanger dans ma vie, mais du coup, s'ils continuent à exister, c'est parce que c'est une affirmation, c'est une confirmation de la tradition et tout ça. C'est la semence qui renforce ou qui fabrique la relation sociale ou qui la garantit. Là, pour les jumeaux, consommer le mets fabriqué à partir de cette variété permet de garantir que la relation entre les jumeaux sera éternelle. Ou introduire telle variété dans le panier de la future mariée est une manière de reconnaître l'alliance et d'intégrer la femme dans le nouveau lignage. Donc en fait, ce qui est important là, dans ce qu'elle dit, c'est que certaines variétés très anciennes, très connues, très protégées par certaines femmes, sont des vecteurs des relations sociales, sont directement encastrées dans la société, ont un rôle social éminent, et c'est ce qui en fait des patrimoines identitaires, mais bien plus relationnels. Et ça va au-delà. Je prends par exemple une variété de mil dans la région de Tangueta et tout, là où il y a... Tangueta, c'est le nord du Bénin. Il y a de grandes discussions ou des conflits entre éleveurs, les Peuls, et autochtones. Et c'est à travers le mil que seuls les Peuls connaissent le secret de transformation en des petits boules là qui servent à de bouillie. C'est à travers ça que les Peuls ont commencé à être acceptés dans les milieux, malgré qu'il y avait ce conflit-là, où quand les Peuls s'installent, leurs animaux détruisent des champs et tout ça. Et ce mil-là, m'avait dit une femme paysanne plutôt, est le signe et le symbole de l'alliance entre eux, en tant que Peuls, et les autochtones du territoire où ils sont installés. Merci pour la présentation. Et je voulais savoir aussi, là on parle de la valeur un peu patrimoniale et symbolique des semences, mais au niveau alimentaire, est-ce que dans les pays où vous avez enquêté, les produits à base de semences paysannes, ça représente une part importante dans l'alimentation ou pas vraiment? C'est une belle question. Dans la plupart des pays où j'ai travaillé, les semences paysannes,
la grande partie des variétés n'est pas consommée. C'est vrai qu'il y a une partie des variétés qui sont consommées, mais plutôt au niveau local, hein, dans les villages, où les gens sont habitués, c'est intégrant, c'est complètement intégré plutôt dans leur alimentation, dans leur quotidien. La famille, elle a toujours produit ça, elle est reconnue pour ça. Autant quand tu vas au niveau des villes, tu vas retrouver des variétés phares, souvent mises en avant par la grande production et tout. Et aujourd'hui, c'est un challenge, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je disais opportunité pour des jeunes qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Parce qu'au niveau ville, il y a encore un travail à faire. Parce que moi, les paysans, ils ont toujours, en tout cas dans le mouvement que j'ai étudié, le COSP, ils ont toujours mis en avant que souveraineté alimentaire, souveraineté semencière. Mais il y a cette question de souveraineté alimentaire qui est loin d'être atteinte aujourd'hui en lien avec les semences paysannes. Parce que pour que les semences paysannes, on est d'accord, continuent vraiment à être préservées, il faut que ce soit mangé, qu'on puisse le manger au quotidien pour que ça tourne. Mais les jeunes, face à un jeune qui a l'habitude de manger du riz blanc tout le temps en ville et qui voit un jour du riz noir, il se méfie, il ne va pas se lancer comme ça. Donc il y a tout un travail à faire pour amener le maximum, la majorité de la population urbaine, même rurale, hein, à intégrer ces semences-là dans l'alimentation. Donc, du coup, il y a des études à faire sur tout ce qui est qualité nutritionnelle, sur tout ce qui est les différentes transformations possibles. Là, il y a un truc qui m'a impressionné au Cameroun, où j'étais pour une fois. Le Cameroun, c'est l'Afrique centrale, donc rien à voir avec les pays que j'ai étudiés. Ils ont vraiment mis en avant, j'ai vu des chips à base de plusieurs variétés de semences paysannes, et les enfants en raffolaient. Et je me suis dit, ça c'est une solution par exemple pour vraiment mettre en avant les semences paysannes dans l'alimentation, toutes les variétés. Parce qu'il y a des variétés qui disparaissent malheureusement parce que pendant des années, des siècles, ça n'a jamais été mis en avant dans l'alimentation. Bonjour, Elhaj Boubacar Sarr, étudiant à l'Institut Agro. D'abord, félicitations pour votre parcours. On sent à travers votre récit cette volonté de trouver sa voie et je pense que c'est quelque chose de respectable. Donc, recevez mes encouragements. Alors, pour ma question, on sait qu'on est actuellement dans un monde dominé de plus en plus par le capitalisme. Si on en vient à l'agriculture, on voit que les entreprises semencières commencent à dominer le marché des semences potagères, surtout en Afrique de l'Ouest. Il reste donc à sauver les semences dites de grande culture. C'est le riz, c'est le sorgho, c'est le mil. Et même pour ça, il commence à y avoir une menace. Si on prend par exemple le cas du Sénégal, on voit qu'il y a par exemple l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, ils ont déjà mis au point une variété hybride de mil. Africa Rice qui a aussi mis au point une variété hybride de riz. Donc on sent cette menace qui commence à arriver. Et au vu de tout cela, je voudrais savoir s'il y a des initiatives prises par les organisations paysannes pour résister à cette vague et si parallèlement il y a des accompagnements de nos États ou de la CEDEAO par rapport à ça. Okay. Il y a deux questions là. Merci pour la question. La première phrase que je voudrais te dire, c'est « Bienvenue dans ma thèse ». Du coup, c'est cette question-là justement que j'étudie dans ma thèse, c'est-à-dire les mouvements aujourd'hui qui existent, c'est de gros mouvements en Afrique de l'Ouest portés par des intellects paysans, oui, mais vraiment des intellects qui veulent défendre le droit de paysans aux semences paysannes, qui veulent que les États africains reconnaissent les semences paysannes autant qu'ils reconnaissent les semences certifiées, hybrides et tout ça. Ils veulent que les États attribuent autant d'aide aux semences paysannes qu'ils accordent d'importance aux semences hybrides. Ils veulent que les grandes firmes puissent étaler vraiment ce qu'ils ont l'intention de faire en termes de semences paysannes. Ils veulent protéger tout ce qui existe, donc ils veulent que l'État les accompagne, eux, les ONG et tout, à décrire, à identifier tout ce qu'ils ont comme richesse autour des semences paysannes pour pouvoir un jour
revendiquer leurs droits au cas où ils se faisaient voler, se faisaient piller et tout ça. Et derrière, il y a tout ce qu'ils font sur... en fait, il y a plusieurs groupes d'organisations. Il y a des organisations qui vont parler de patrimoine génétique, il y a des organisations qui vont parler de semences paysannes, il y a des organisations qui vont parler de l'accès équitable aux ressources, il y a des acteurs qui vont parler d'autres choses, mais tout autour du monde paysan et autour de cette question de patrimoine, semences paysannes et tout. Et c'est difficile, c'est pour eux, de ce que j'ai vu. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que d'un côté, on a les États, les bailleurs et surtout les grandes firmes, on sait qu'ils sont très très forts. Et les organisations paysannes qui, elles, essaient encore de se consolider, de se structurer à un niveau beaucoup plus grand qu'au niveau simple de leur pays. Ils se disent, si on est tous les pays réunis, comme les États sont réunis, on peut se faire entendre beaucoup plus loin, beaucoup plus... Donc ça reste un challenge aujourd'hui pour ces organisations-là de pouvoir préserver, contrôler tout ce qui va et vient autour de leur patrimoine, des patrimoines génétiques. Et il y a des experts qui les accompagnent. Il y a aussi la FAO qui a mis en place depuis quelques années le traité international de protection des obtentions végétales, des trucs comme ça, et qui essaye quand même de s'appuyer sur des lois que la FAO ou autres leur ont donné, des conventions qui ont été signées pour pouvoir se protéger, pour pouvoir militer, mais ça reste quand même, c'est pas encore un acquis, pour dire vrai, c'est pas encore un acquis, c'est en cours, mais les grandes firmes et les bailleurs qui financent ça restent, comme tu le sais, très forts. Et pendant longtemps, ce sont ces grandes firmes-là qui ont financé les bourses d'études, de licence, de master, de recherche. Donc, ils ont quand même la même mise sur... et voilà, ça reste vraiment un gros challenge pour ces organisations-là. Ça existe, des organisations paysannes qui essayent de se construire, de se regrouper à des niveaux beaucoup plus costauds pour avoir plus de légitimité, plus de pouvoir. Mais à ce jour-là, je ne peux pas te dire que c'est acquis, c'est déjà officiel, ça y est, il y a une dynamique qui en marche et qui va fonctionner dans 1 mois, 2 mois. Et il y a aussi l'autre problème qu'il y a beaucoup de pays ouest-africains qui sont malheureusement encore instables. Dans certains pays, les pays font 2 marches en avant. Ah, il y a un coup d'État, on revient en arrière, on attend le prochain président. On essaie de négocier encore. Ah, encore un coup d'État, on revient en arrière. Et pendant ce temps, les grandes firmes, ils sont en train de, eux, ils font des pas et des pas et des pas en avant. Voilà. Juste pour préciser, en fait, elle a mis en évidence qu'il existait un vaste mouvement interafricain paysan autour des défenses de semences paysannes, mais ce mouvement est encore en phase de structuration, tout simplement, et aussi parce que les États ne reconnaissent pas partout ce mouvement. Merci. Alors moi, je suis Carole, je travaille ici, au pôle. Et je voudrais juste partager quelque chose parce que j'ai découvert ça très récemment. Je viens d'entendre parler d'un projet de recherche au CIRAD qui travaille sur la biofortification de certaines variétés, mais à travers des pratiques agroécologiques. Donc je me dis que... alors la biofortification, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en fait, c'est en lien aux questions nutritionnelles. Donc en fait, il y a certaines variétés qu'on essaye de sélectionner, soit par des méthodes de croisement variétaux, soit en faisant des manipulations génétiques pour augmenter un certain nutriment. Donc c'est en lien avec la qualité nutritionnelle des aliments. Et jusqu'à maintenant, il y avait pas mal de controverses autour de ça, parce que justement, c'était la création de nouvelles variétés. Et là, ce projet, il essaye de regarder comment on peut sélectionner des variétés qui sont déjà riches en certains nutriments et booster cette capacité-là à travers des pratiques agroécologiques. Donc, je ne sais pas du tout quels sont les résultats. Ça s'appelle Or for Food, ce projet, et je me dis que c'est peut-être un levier intéressant aussi pour défendre certaines semences paysannes. Voilà, c'était juste un partage d'informations, et en tout cas, merci et bravo pour tout ça. Le levier, c'est les enrichir en nutriments. C'est en fait, au-delà de tout ce que ça représente, que vous avez bien mis en évidence à travers le lien social, etc., c'est aussi cette capacité nutritionnelle, puisqu'on sait très bien que...
Voilà. Et que la nutrition, c'est un sacré challenge aussi dans beaucoup de... Enfin, partout. Tu as une réponse? Un avis? Par rapport à... Ouais, je trouve que c'est une belle initiative qui peut servir. Ça m'a fait penser récemment à un travail qui est en cours avec toujours l'UNICEF. Généralement, l'UNICEF qui s'est penché récemment sur la question du soja. Pendant longtemps, en Afrique, le soja a vraiment été mis en avant pour l'alimentation des enfants, dans les bouillies, et récemment, ils ont découvert que, au fait, le soja, ce n'était pas la solution et qu'il fallait se tourner vers d'autres légumineuses, comme par exemple le niébé, qui était beaucoup plus fortifiant. Donc, je pense qu'ils ont commencé à faire des études pour comprendre finalement, est-ce que c'est pas mieux, est-ce que finalement, qu'est-ce que le niébé contient, qu'est-ce que ça peut apporter de plus aux enfants que forcément le soja n'apporte pas et tout ça. Et je pense que c'est une belle initiative. Et comme je reviens, pour tous ceux qui sont présents, il y a un terrain vaste à découvrir autour des semences paysannes. Si ça vous intéresse, il y a un travail énorme. En tout cas, c'est sûr que ça demande de la patience et de l'envie, un peu de passion quand même, quelques gouttes de passion. Mais c'est encore à découvrir. C'est un monde qui a beaucoup de champs qui ne sont pas encore étudiés et qui méritent d'être explorés, qui méritent d'être étudiés, valorisés et qui surtout, je suis sûre, vont servir pour l'avenir. Voilà. Merci. D'autres questions? Juste une question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de mouvements qui œuvrent dans la conservation des patrimoines génétiques. Et je voudrais savoir s'ils ont mis en place des banques de semences, de conservation de semences, et bien sûr sous quelles conditions ils arrivent à conserver ces semences. OK. La question de banque de semences ou de maison de semences est au cœur même du mouvement quand on parle de semences paysannes. La plupart, en tout cas, des organisations qui sont membres de ce mouvement partent du principe où, pendant longtemps, les banques de semences ont été des banques avec des réfrigérateurs, avec des gènes, avec des méthodes de sélection que vraiment seuls les chercheurs avaient les méthodes et les outils pour le faire. Donc on va quitter cette manière de conserver pour conserver d'une autre manière qu'on appelle la conservation in situ. Donc la conservation in situ qui va concerner des semences qui sont régulièrement, tout le temps dans notre alimentation et tout. Donc, les paysans vont être accompagnés ou c'est parfois même c'est eux-mêmes qui vont chercher de quoi le faire, se construire des maisons, des cases de semences ou des banques de semences, comme vous voulez. Et du coup, dans ces cases de semences et des banques de semences, ils vont conserver généralement ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Mais une fois encore, c'est le numéro 1. La case numéro 1 de conservation de semences, que moi je sais que c'est la case numéro 1, c'est les greniers traditionnels. Les greniers traditionnels, le dessous du lit, la cuisine, le dessus des arbres pour vraiment conserver les semences. Et au-delà de ça, on va monter à un niveau un peu plus. Là, on est au niveau 1. Le niveau 2, ça va être, OK, j'ai conservé dans mon grenier, dans ma chambre et tout, je vais essayer de conserver aussi avec les autres. Donc, dans mon village, par exemple, on va construire une case. Et dans cette case-là, il y aura un peu de tout ce que nous, on produit, qu'on va essayer d'entretenir. Au cas où moi, je perds ma semence, si je l'ai déjà ramenée là-bas, je sais que je peux repartir là-bas, retrouver ma variété que j'avais donnée il y a 2, 3, 4 ans. Et ensuite, on va quitter le niveau village pour arriver au niveau de la commune, où on va avoir une case beaucoup plus imposante, beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus... je ne sais pas, un peu plus raffiné, ou je ne sais pas le terme qu'on va utiliser là, et ainsi de suite, jusqu'au pays. Maintenant, au niveau des pays, ça varie d'un pays aussi à l'autre. Au Burkina, par exemple, eux, ils disent qu'au niveau pays burkinabé, ils veulent une banque de gènes, gérée par les paysans eux-mêmes.
Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme instabilité dans les pays, les attaques et tout ça, les paysans, quand ils courent, ils ne pensent pas grenier. Ils pensent fuir, survivre. Donc, ils ne partent pas avec leurs semences. Donc, il serait temps que l'État assume que autant qu'il y a des banques pour la recherche scientifique et tout ça, autant à côté, il doit y avoir des banques pour les semences paysannes, pour que ces paysans-là qui fuient et qui se réinstallent sur d'autres territoires peuvent avoir accès à ces variétés-là dont ils ont l'habitude dans leur alimentation, dans leur quotidien, qui est perdu, mais qu'ils peuvent retrouver dans ces banques de semences-là. Voilà. Merci. C'est une dernière question, on la prend. Ouais, et puis on va arrêter. Nous avons cours les uns et les autres. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Moi, je voulais plutôt savoir si vous n'avez pas rencontré des problèmes sur la commercialisation de ces semences paysannes, parce que je me dis que peut-être elles peuvent rencontrer des instabilités comparées aux semences industrielles, où on parle là-bas des critères de DHS, distinction, instabilité et homogénéité. Et tout. Ok. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut définir c'est quoi une semence paysanne. Parce qu'une semence paysanne, on dit c'est une semence des fermes, une semence des champs, c'est une semence que le paysan, en tout cas, si moi je veux définir là, terre à terre, une semence paysanne, c'est une semence que le paysan, il a l'habitude de planter dans son champ, une semence qui bouge de son champ à son grenier, de son grenier à son champ en passant par l'assiette. Donc, dans ce processus de je vais replanter, je ramène, je vais replanter, je ramène, je vois quelque chose chez mon voisin qui me plaît, je le prends, je le ramène. Je vois quelque chose lors d'une foire ou tout, je suis sûre, je prends, je ramène, je l'adapte à mon niveau et je continue à le produire, ça me nourrit, ça nourrit ma famille. Et s'il y a un surplus, je le vends. C'est ça les semences paysannes en général. Donc, dedans, on va retrouver un truc qui est souvent, très souvent, une probabilité, qui a forte probabilité, c'est l'instabilité, c'est la population. C'est des semences qui sont majoritairement des semences population. Si tu as par exemple une variété d'haricots ou de niébé rouge, il n'est pas à 100% sûr que si tu le plantes, que tu aies que du rouge. Tu auras un peu de blanc, un peu de ci, un peu de ça. Et c'est ça, au fait, l'expression des semences paysannes. Certaines l'utilisent comme avantage en disant que le fait d'avoir plusieurs possibilités avec une seule graine, c'est génial. D'autres y voient des problèmes parce qu'ils veulent produire pour le marché qui recherche peut-être les semences, des variétés, par exemple, rouges et qu'ils n'arrivent pas à satisfaire parce qu'il a pris des semences paysannes qui lui ont donné majoritairement du blanc. Ça reste un gros problème. Mais à côté, il y a aussi, au sein des semences paysannes, des variétés qui restent des variétés souches, des variétés qui donnent pareil en le plantant. Donc, du coup, le critère DHS là, des industriels, là, on ne va pas le retrouver du tout au niveau des semences paysannes. Et c'est pour ça que les catalogues aujourd'hui, dans les pays africains, les catalogues de semences sont essentiellement des catalogues qui respectent, avec des cultures qui respectent les critères DHS. Mais les paysans aujourd'hui, de ce que j'ai vu et tout, eux, ils veulent qu'il y ait un autre catalogue qui est des semences paysannes, des semences des variétés population qui sont regroupées dans ce qu'on appelle semences paysannes. Après aussi, côté rentabilité, ça reste une discussion entre les conventionnels et ceux qui sont dans les semences paysannes autour de cette question-là de population ou pas. C'est que pour les paysans qui aiment et qui ont adopté complètement les semences paysannes, c'est un avantage face à tout ce qui est sécheresse, instabilité climatique et tout, d'avoir une variété qui puisse donner plein de choses. Elle est plus résistante, elle va mieux s'adapter parce que c'est son milieu, elle n'a pas été minutieusement trop travaillée pour pousser dans des conditions déjà délimitées. Ici, on lui laisse libre cours de résister. Donc, il y a vraiment une large discussion à avoir sur la stabilité des semences paysannes. En allant vers les semences paysannes,
tu sais que tu vas majoritairement vers des semences population. L'essentiel, ce n'est pas de gérer le risque, c'est de regérer l'incertitude. Et finalement, derrière l'idée de valoriser les semences paysannes, il y a l'idée qu'il faut accepter, assumer la variabilité et l'incertitude qui sont des vecteurs d'adaptation, en fait. C'est un peu la théorie qu'il y a derrière ces dynamiques de conservation des semences paysannes, dans leur diversité biologique et génétique. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus.